Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose, je vous propose un sujet d'examen et d'une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des concepts précieux et des exemples concret, niveau baccalauréat, examen de français, texte du chapitre 14, roman Le dernier jour d'un condamné. Je répète, chapitre 14, roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte. Quand je vins à moi, quand je revins à moi, il était nuit, j'étais couché dans un grabat, une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres gravats alignés des deux côtés du mien. Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. Je restai quelques instants éveillé, mais sans pensée et sans souvenir, tout entier au bonheur d'être dans un lit, certes. En d'autres temps, ce lit d'hôpital et de prison me fait reculer de dégoût et de pitié, mais je n'étais plus le même homme. Les draps étaient gris et rudes. Au toucher, la couverture maigre et trouée. On sentait la paillasse à travers le matelas. Qu'importe, mes membres pouvaient se déroir, se déroidir, pouvait se déroidir à laisser entre ses draps grossiers, sous cette couverture ce mince qu'elle fut, je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid de la moelle des os dont j'avais pris l'habitude. Je me rendormis. Un grand bruit me réveilla. Il faisait petit jour. Ce bruit venait du dehors. Mon lit était à côté de la fenêtre. Je me levai sur mon séant pour voir ce que c'était. La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. Cette cour était pleine de monde. Deux vétérans avaient peine à maintenir libre au milieu de cette foule un étroit chemin qui traversait la cour. Entre ce double rang de soldats cheminaient lentement, cahotés à chaque pavé, 5 longues charrettes chargées d'hommes. C'étaient les forçats qui partaient. Ces charrettes étaient découvertes. Chaque cordon en occupait une. Les forçats étaient assis de côté sur chacun des bords, adossés les uns aux autres, séparés par la chaîne commune, ce qui se développait dans la longueur du chariot et sur l'extrémité de laquelle un argosin debout, fusil chargé, tenait de pied. On entendait bruire leurs fers, et à chaque secousse de la voiture, on voyait sauter leurs têtes et ballotter leurs jambes pendantes. Une pluie fine et pénétrante glaçait l'air et collait sur leurs genoux leurs pantalons de toile, de gris venus au noir. Leur langue barbe, leurs cheveux courts ruisselaient, leur visage était violet, on les voyait glotter et leurs dents grinçaient de rage et de froid. Du reste, pas de mouvement possible. Une fois arrivé à cette chaîne, on n'est plus qu'une fraction de ce tout et deux qu'on qu'on appelle le cordon et qui se meut comme un seul homme.
L'intelligence doit abdiquer le carcan de Bani, la condamne à mort, et quant à l'animal lui-même, il ne doit plus avoir de besoin et d'appétit qu'à l'heure fixe. Ainsi, immobile, la plupart démunis, tête découverte et pieds pendants, ils, ils commençaient leur voyage de 25 jours, chargés sur les mêmes charrettes, vêtus des mêmes vêtements pour le soleil à plomb de juillet et pour les froides pluies de novembre. On dirait que les hommes veulent mettre le ciel de moitié dans leur office de bourreau. Il s'était établi entre la foule et les charrettes. On ne sait quel horrible dialogue, injure d'un côté, bravade de l'autre, imprécation des deux parts, mais à un signe du capitaine, je vis les coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes, sur les épaules ou sur les têtes. Et tout rentra dans cette espèce de calme intérieur qu'on appelle l'ordre, mais les yeux étaient pleins de vengeance et les poings des misérables se crispaient sur leurs genoux. Les 5 charrettes, escortées de gendarmes à cheval et d'argousins à pied, disparurent successivement sous la haute porte cintrée de bicêtre. Une sixième les suivit, dans laquelle bâillotaient pêle-mêle les chaudières, les gamelles de cuivre et les chaînes de rechange. Quelques gardes-chiourmes qui s'étaient attardés à la cantine sortirent en courant pour rejoindre leur escouade. La foule s'écoula, tout ce spectacle s'évanouit comme une fantasmagorie. On entendit s'affaiblir par degrés dans l'air le bruit lourd des roues et des pieds des chevaux sur la route pavée de fontaines bleues. Le claquement des fouets, les cliquetis des chaînes et les hurlements du peuple qui souhaitait malheur au voyage des galeras. Et c'est là pour eux le commencement. Que me disait-il donc l'avocat? Les galères. Ah oui, plutôt 1000 fois la mort, plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer, plutôt livre mon cou au couteau de guillotin qu'au carcan, de la chiorme. Les galères juste ciel. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question 1, choix multiples. Où le narrateur se trouve-t-il au début du texte? Question 1. Où le narrateur se trouve-t-il au début du texte? A. À l'hôpital. B. Dans une prison. C. Dans une auberge. D. Dans une église. La réponse, c'est B. Dans une prison. Question 2. Vrai ou faux? Le narrateur se sent bien physiquement au réveil. Je répète la question 2. Le narrateur se sent bien physiquement au réveil? La réponse, faux. Le texte indique une fièvre ardente me dévorait, j'avais les poignets sanglants et roidis, la paille du grabat était mouillée, une odeur infecte m'étouffait. Maintenant, on passe à la question 3. Question ouverte. Quel souvenir précis de la journée précédente revient à l'esprit du narrateur? Citez 2 éléments. Question 3. Quel souvenir précis de la journée précédente
revient à l'esprit du narrateur? Citez 2 éléments. La réponse. Le narrateur se souvient précisément de la promenade de 5 heures sous le soleil de juillet, de Bicêtre à la conciergerie et des cris de la foule. À mort, à mort. Question 4. Choix multiples. Quel sentiment dominant chez le narrateur face à sa situation actuelle? A. La joie. B. L'indifférence. C. La peur et l'angoisse. D. L'espoir. Question 4. À choix multiples. Quel sentiment domine chez le narrateur face à sa situation actuelle? A. La joie. B. L'indifférence. C. La peur et l'angoisse. D. L'espoir. La réponse. C. La peur et l'angoisse. Question 5. Question ouverte. Pourquoi le narrateur préférait-il la guillotine au carcan de la Kiorme, les galères? Pourquoi le narrateur préférerait-il la guillotine au carcan de la Kiorme, les galères? La réponse. Le narrateur préférerait la guillotine car il la perçoit comme une mort rapide, le sommeil, tandis que le carcan de la Kiorme évoque une vie de souffrance et d'humiliation aux galères. Passons maintenant à la question d'analyse et de langue. Question 6. Relevez dans le premier paragraphe 2 détails sensoriels qui décrivent les conditions de détention du narrateur. Question 6. Relevez dans le premier paragraphe 2 détails sensoriels qui décrivent les conditions de détention du narrateur. La réponse. Les 2 détails sensoriels sont une odeur infecte m'étouffée, olfactif, et la paille du grabat était mouillée, tactile. Question 7 d'analyse. Quelle figure de style est présente dans l'expression la réalité froide et hideuse? Je répète, question 7. Quelle figure de style est présente dans l'expression la réalité froide et hideuse? Quel est son effet? La réponse. La figure de style est une personnification ou une métaphore qui personnifie la réalité. Son effet est de rendre la réalité tangible et menaçante comme une entité hostile qui se dresse face au narrateur. Question 8. Analysez la structure de la phrase. S'écrit à mort, à mort. Ces regards de haine et de pitié. Quel type de ponctuation est utilisé et pourquoi? Question 8. Analysez la structure de la phrase. S'écrit à mort, ces regards de haine et de pitié. Quel type de ponctuation est utilisé et pourquoi? La réponse. La structure de la phrase est une énumération de perceptions violentes vécues par le narrateur. Le point d'exclamation est utilisé pour souligner l'intensité des cris et des regards et traduire l'impact émotionnel sur le narrateur. Question 9 d'analyse. Comment évolue le souvenir de la journée précédente dans l'esprit du narrateur? Au début et à la fin du 3e paragraphe. Question 9. Comment évolue le souvenir de la journée précédente dans l'esprit du narrateur? Au début et à la fin du 3e paragraphe. La réponse. Au début, le souvenir de la journée précédente est décrit comme affreux. Ensuite, le narrateur se remémore des détails précis
et violent de cette journée. À la fin du paragraphe, le souvenir de sa cellule le ramène brutalement à sa situation actuelle avec un sentiment de fatalité. Maintenant, s'y était revenu. Question 10 de langue. Dans la phrase seul avec ma pensée, quel est l'effet de l'emploi de la majuscule au mot pensée et du point d'exclamation? Question 10. Dans la phrase seul avec ma pensée, quel est l'effet de l'emploi de la majuscule au mot pensée et du point d'exclamation? La réponse, l'emploi de la majuscule pensée le personnifie et lui confère une importance capitale, comme si elle était la seule compagne véritable du narrateur. Le point d'exclamation traduit un sentiment d'isolement intense, mais aussi l'activité intérieure et torturante de cette pensée. Question 10 d'analyse. Relevez deux expressions qui montrent la prise de conscience lucide du narrateur quant à son avenir. Question 11. Relevez deux expressions qui montrent la prise de conscience lucide du narrateur quant à son souvenir. La réponse. Deux expressions sont ce que j'attendais autrefois. Cela n'est plus possible. Et il n'y a plus que 4 pas de ce grabat au mur. 4 pas du mur à ce grabat. Question 12 de langue. Expliquez l'emploi du conditionnel présent dans la phrase « Oh, la mort, ce serait le sommeil ». Question 12. Expliquez l'emploi du conditionnel présent dans la phrase « Oh, la mort, ce serait le sommeil ». La réponse. L'emploi du conditionnel présent serait ici exprime une hypothèse ou une manière d'adoucir la réalité de la mort. Le narrateur ne l'affirme pas comme un fait, mais plutôt comme un souhait ou une consolation potentielle. Question 13. Analyse. Quel contraste le narrateur établit-il entre la mort et son souvenir de la vie? Je suis jeune, j'ai 20 ans. Il y a de si belles journées. Question 13 d'analyse. Quel contraste le narrateur établit-il entre la mort et son souvenir de la vie? Je suis jeune, j'ai 20 ans. Il y a de si belles journées. La réponse. Le narrateur établit un contraste poignant entre la mort imminente et la beauté de la vie qu'il s'apprête à perdre. L'évocation de sa jeunesse et des belles journées met en lumière l'injustice et la tragédie de sa situation. Question 14 de langue. Identifiez le champ lexical dominant dans le dernier paragraphe. Question 14. Identifiez le champ lexical dominant dans le dernier paragraphe. La réponse. Le champ lexical dominant est celui de la mort et de la souffrance, avec des mots et expressions telles que redoute, douleur, mort, douleur aiguë, pensée de la mort dans la mort. Dernier râle, tête qui tombera, liée, clouée. Question 15 d'analyse. Comment interprétez-vous la dernière phrase du texte? Les galères justielles. Les galères justielles. Quel sentiment exprime-t-elle? Question 15 d'analyse. Comment interprétez-vous la dernière phrase du texte? Les galères justielles. Quel sentiment exprime-t-elle? La réponse.
Cette dernière phrase est une exclamation qui exprime un sentiment de désespoir et de révolte. L'injection justicielle peut traduire à la fois une imploration et une indignation face à la perception des galères perçues comme une punition encore plus terrible que la mort rapide. Passons maintenant à la production écrite. L'énoncé: le narrateur, face à sa mort imminente, se souvient de sa vie passée. Selon vous, dans quelle mesure la mémoire du passé peut-elle être une source de réconfort ou de souffrance dans des moments difficiles? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis. Je répète l'énoncé. Le narrateur, face à sa mort imminente, se souvient de sa vie passée. Selon vous, dans quelle mesure la mémoire du passé peut-elle être une source de réconfort ou de souffrance dans des moments difficiles? Vous développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis. Les critères de la correction, critères d'évaluation du discours et la conformité de la production à la consigne d'écriture, la clarté du sujet, les types du texte demandé, les arguments et la longueur, la cohérence de l'argumentation. Les arguments sont-ils insuffisants à développer et expliquer? La structure du texte, le texte importe-t-il une introduction et un développement et une conclusion claire? Puis la correction de la langue. Ensuite, la ponctuation est mise en page. Passons maintenant à la correction de la production écrite. Face à l'échéance ultime de la mort, il est naturel pour l'être humain de se tourner vers le rétroviseur de sa propre existence. Ces réminiscences du passé peuvent alors se dresser comme un écart où se projettent les joies et les peines, les réussites et les regrets. La question se pose dès lors avec acuité. Dans quelle mesure la mémoire du passé peut-elle se révéler une source de réconfort ou au contraire exacerber la souffrance dans les moments éprouvants, les plus éprouvants de l'existence? D'une part, la mémoire du passé peut se transformer en un catalyseur de souffrance. Pour celui qui se sait condamné. Le narrateur du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo illustre tragiquement cette réalité, en proie à l'angoisse de la mort imminente. Ses pensées se tournent vers le temps révolu, non pas comme une source de sérénité, mais plutôt comme un rappel poignant de tout ce qu'il va perdre. Il s'interroge sur l'utilité de laisser un journal de ses souffrances, soulignant ainsi la prédominance de la douleur présente et la difficulté de trouver un sens consolateur dans le passé. Les souvenirs des joies passées peuvent devenir amers, contrastant cruellement avec la réalité funèbre du présent. Les regrets des actions manquées ou des erreurs commises peuvent également hanter l'esprit, amplifiant le sentiment d'une vie inachevée et le poids de la culpabilité face à la mort.
D'autre part, de manière plus nuancée, la mémoire du passé peut aussi offrir un certain réconfort, voire une forme de résistance face à l'adversité, se remémorer les moments de bonheur intense, les réussites personnelles ou l'affection des êtres chers peut apporter une forme de paix intérieure et un sentiment d'avoir vécu une vie qui, malgré sa fin prochaine, a eu un sens. Ces souvenirs précieux peuvent agir comme des balises lumineuses dans l'obscurité de l'angoisse, rappelant la capacité de l'individu à éprouver de la joie et de l'amour, même si les extraits du dernier jour d'un condamné mettent davantage l'accent sur la souffrance. L'idée que le narrateur prend la plume pour laisser une trace légère, une tentative de donner un sens à sa vie, même à son terme. Cette démarche, en se focalisant sur l'acte d'écrire et de se souvenir, pourrait indirectement apporter une forme de réconfort en offrant un ultime projet et une manière de laisser une part de soi. De même, dans la boîte à merveilles, bien que le contexte ne soit pas celui de la mort imminente, le recours aux souvenirs d'enfants par le narrateur Sidi Mohamed suggère une quête de réconfort et d'évasion face à la complexité du présent. En conclusion, la mémoire du passé face à la mort apparaît comme une lame à double tranche. Sa capacité à apporter du réconfort ou à exacerber la souffrance dépend intrinsèquement de la nature des souvenirs eux-mêmes et de l'état psychologique de l'individu. Si les regrets et les occasions manquées dominent le paysage mémoriel, le passé risque de devenir un fardeau supplémentaire. Inversement, à la présence de souvenirs positifs et la capacité à se concentrer sur les moments précieux peuvent offrir une source de paix et de sens face à l'inéluctable. En définitive, c'est dans l'équilibre entre l'acceptation du présent et la capacité à puiser dans les ressources positives du passé que réside peut-être la possibilité d'affronter les moments les plus difficiles avec une certaine ténérité. Le geste décrit du condamné, même tenté de souffrance, témoigne de cette complexité et de la tentative humaine de trouver un sens même à l'ombre de la mort. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de texte.